Chers confrères, chères consoeurs, mesdames et messieurs, il n'y a guère, lors du décès d'un éminent homme d'État belge, d'aucuns ont déploré qu'il ait terni la fin de sa carrière à la présidence grassement rémunérée d'un établissement de crédit en déroute. Loin d'être exceptionnel, le pantouflage qui fait l'objet en Europe d'une vive réprobation depuis la crise de 2008 invite à nous interroger sur le rapport entre banquiers et politiques en Belgique au XIXe et XXe siècle. Si le cas belge présente nombre d'analogies avec celui d'autres pays européens, il se singularise sur deux plans. D'une part, par la précocité du développement de son système bancaire et en particulier celui de la banque universelle ou banque mixte, suivant un terme qui nous est plus familier. Et le deuxième aspect, qui le singularise, c'est la nécessité d'assurer la survie d'un État né dans un climat de scepticisme quant à sa viabilité. Dans une perspective à long terme, les rapports entre banquiers et politiques en Belgique ont connu un parcours mouvementé que je baliserai en trois étapes. D'abord, quels sont les rapports entre banquiers et politiques avant 1914 ? Ensuite, comment la Première Guerre mondiale débouche-t-elle sur le rôle dominant des banquiers dans la politique belge de l'entre-deux-guerres ? Enfin, pourquoi assiste-t-on à un effacement des banquiers de la scène politique après la Deuxième Guerre mondiale ? Première étape. Dès le début de l'indépendance, le marché financier belge se caractérise par la coexistence de banques par action et de banques privées avec une forte présence de la haute banque internationale dont le concours est indispensable au financement du nouvel État. Ce marché se distingue en Europe par la précocité des banques mixtes qui drainent vers l'industrie lourde les capitaux indispensables à sa modernisation et son expansion. L'historiographie de la révolution industrielle a longtemps insisté sur la mainmise de la finance bruxelloise sur la grande industrie, en particulier sur le rôle singulier, voire mythique, de la Société Générale, aujourd'hui disparue. D'emblée, la Société Générale n'a eu de cesse d'affirmer son caractère national et d'en faire reconnaître la légitimité. Son ambition de dominer le système bancaire du nouvel État belge inspire durablement le recrutement de ses dirigeants qui sont choisis dans un cadre strictement national. Dans son système de cooptation des dirigeants, les liens familiaux comptent autant que les relations d'affaires et les affinités politiques en une période où bon nombre d'entreprises industrielles, en particulier les charbonnages et les transports, sont tributaires de la bonne volonté des pouvoirs publics. Grâce au suffrage censitaire en vigueur jusqu'en 1893, affaires et politique font bon ménage au Parlement. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, le recrutement des dirigeants de la Société Générale se caractérise par une adaptation continue au rapport de force politique, adaptation ralentie, il est vrai, par la longévité de certains de ses directeurs. Et cette adaptation aura pour effet de substituer à une direction majoritairement libérale, recrutée à l'époque de l'apogée du libéralisme qui occupe le pouvoir de 1857 à 1870, un dosage politique systématique des membres de la direction, avec
un recrutement de plusieurs anciens ministres catholiques lorsque le Parti catholique revient au gouvernement pour 30 ans de 1884 à 1914. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'exercice de mandats politiques par des banquiers privés ou des dirigeants de banques par action est courant. Un siège au Parlement est aussi recherché par certains membres de la haute banque d'origine étrangère qui a activement participé à la formation d'un capital national en Belgique. Je rappellerai que la haute banque s'articule à Bruxelles autour de deux pôles rivaux, les Rothschild d'une part et les Bischofsheim et leurs alliés d'autre part. Contrairement aux Rothschild, qui pendant plusieurs décennies gèrent les affaires belges de Paris en se faisant représenter par un agent, les autres banques d'origine étrangère participent activement à l'organisation du système monétaire et du crédit, comme à la mise en place d'un secteur public de l'économie et à l'essor des banques par action. Et ces banquiers jouent un rôle essentiel dans l'établissement de contrepoids à la puissance de la Société Générale et des Rothschild. Aussi entre-t-il dans l'usage de ces banquiers de se faire naturaliser belges dès qu'ils ont pignon sur rue et de briguer un siège au Parlement. À cet égard, Jonathan Raphaël Bischofsheim incarne l'accomplissement le plus achevé de cette intégration. À la veille de la Première Guerre mondiale, les relations politiques restent un facteur important de la formation des réseaux bancaires. Mais la professionnalisation croissante des dirigeants de banques s'est accompagnée d'une dépolitisation progressive des conseils d'administration. Et plusieurs facteurs y ont contribué. D'abord, la libéralisation de l'économie belge depuis le dernier tiers du XIXe siècle et l'internationalisation de la place de Bruxelles. D'autre part, le déclin du pouvoir du Parlement au profit du gouvernement pendant les 30 années d'occupation du pouvoir par le Parti catholique. Et enfin, les liens étroits du personnel politique avec les milieux d'affaires par le jeu des relations familiales et d'alliances matrimoniales judicieusement choisies. Un exemple tout à fait significatif. En 1870, 5 des membres du conseil de direction de la Société Générale, dont 3 anciens ministres, siègent au Parlement. 30 ans plus tard, la proportion s'est inversée. 5 des 7 membres du conseil de direction, dont le gouverneur, n'ont aucune fonction politique. J'en arrive à la deuxième étape. Comment la Première Guerre mondiale débouche-t-elle sur le rôle dominant des banquiers dans la politique belge de l'entre-deux-guerres? Pendant la Première Guerre mondiale, la Société Générale s'est imposée comme le leader incontesté du monde bancaire belge. Le gouvernement est en exil, la Banque nationale est fermée. À la tête du consortium des banques, la Société Générale est le principal interlocuteur de l'occupant. Elle joue un rôle clé dans l'organisation et le fonctionnement du Comité national de secours et d'alimentation, et elle devient un lieu de rassemblement national. Ses dirigeants, Jean Jadot et Émile Francqui, sont considérés comme des mentors, tant dans les milieux d'affaires que dans le monde politique. L'adoption du suffrage universel pur et simple dès les élections de 1919, combinée à la représentation proportionnelle, modifie complètement les rapports de force au Parlement et la Belgique entre dans une période d'instabilité politique durant laquelle se succèdent des gouvernements de coalition.
Le rôle des banques change profondément après la guerre. Elles se réorientent vers la reconstruction de l'économie nationale. Elles s'engagent dans un processus accéléré de concentration industrielle et bancaire sous la direction de groupes financiers puissants. Et les investissements coloniaux au Congo se substituent aux exportations de capitaux à l'étranger d'avant-guerre. Et cette évolution se déroule dans un climat d'âpre rivalité qui débouche en 1928 sur l'absorption de la Banque d'Outre-mer par la Société Générale, qui s'assure ainsi le contrôle de la moitié de la grande industrie belge et 80% des affaires coloniales. Contrairement au cas des pays voisins, où l'État et la Banque centrale s'imposent dans le règlement des problèmes monétaires et financiers, la Société Générale éclipse la Banque nationale tant en raison de la forte personnalité de ses dirigeants que de l'importance de leur réseau de relations à l'étranger. Durant les années 20, la Société Générale incarne l'apogée de l'influence des banquiers en Europe. Et cette évolution a une double conséquence sur les relations entre banquiers et politiques. Des banquiers sont appelés au gouvernement sans passer par la voie parlementaire pendant les crises économiques et financières. Bon, je cite des noms célèbres, Georges Denis, Émile Francqui, Albert-Édouard Janssen. Mais deuxième aspect, c'est que le modèle de la banque mixte est célébré et imité en dehors de l'establishment comme un outil de développement des intérêts des classes moins favorisées. Ainsi, la Banque belge du travail émane du mouvement coopératif socialiste. Du côté catholique, un vaste groupe bancaire se développe sous le contrôle du Bourbon-Bund. Tous deux s'écroulent pendant la crise des années 30. La Banque belge du travail sera abandonnée à son sort suite au refus des partis catholiques et libéraux au pouvoir de lui porter assistance. Par contre, le groupe bancaire contrôlé par le Bourbon-Bund sera sauvé pour deux raisons. D'une part, la crainte d'une déstabilisation de l'ensemble du système bancaire et d'autre part, la pression de l'Église et des milieux démocrates chrétiens flamands qui sont peu disposés à perdre un réseau bancaire qui soutient le développement des entreprises flamandes. Et la réorganisation du groupe aboutit à la fondation de la Credit Bank. Pour illustrer ces rapports de pouvoir entre banquiers et politiques, je vous propose d'évoquer deux épisodes qui me paraissent significatifs, la crise monétaire et financière de 1926 et la réforme bancaire de 1934-35 qui revient dans l'actualité. Crise de 1926. Pendant la crise de 1926, les banques mettent en échec la tentative de stabilisation du franc par le gouvernement Poulet-Van der Velde. Ce premier gouvernement de coalition démocrate-chrétien-socialiste est acculé à la démission. Henri Jaspard, dirigeant de l'aile conservatrice du Parti catholique et proche de la Société Générale, forme un cabinet tripartite. Sur les instances du roi Albert Ier, Émile Francqui entre au gouvernement comme ministre sans portefeuille, puis ministre du Trésor. En 6 mois, Francqui mène tambour battant le rétablissement des finances publiques et la stabilisation monétaire. Il procède à la consolidation forcée de 2/3 de la dette flottante en privatisant les chemins de fer de l'État avec la création de la SNCB. Il conclut un emprunt international de stabilisation de 100 millions de dollars grâce à ses relations privilégiées avec les banques anglaises et américaines. Le franc belge est stabilisé à 175 francs la livre contre le taux de 106 fixé par le précédent gouvernement. Et Francqui va profiter de sa position
pour réorganiser la Banque nationale en réduisant sa fonction de dispensateur du crédit au profit des banques privées et en accroissant l'influence des banques privées sur le fonctionnement de la Banque centrale. Et telle est sa réputation d'homme tout-puissant du royaume qu'il est surnommé à l'époque le vice-roi de Belgique. Il revient à la Société Générale, mais il continue à présider le comité interministériel du Trésor qu'il a créé lors de sa participation au gouvernement. Il représente la Belgique dans toutes les conférences internationales sur les réparations et les problèmes monétaires. Il intervient dans les crises gouvernementales et dans la formation de la plupart des cabinets. Il sera au cœur des négociations qui aboutissent à la formation du gouvernement dit des banquiers en novembre 1934 pour traiter la crise du Buchenwald. J'en viens maintenant à la réforme bancaire de 1934-35. La crise mondiale, la faillite de la Banque belge du travail et du Buchenwald, les campagnes menées depuis plusieurs années par la gauche, puis par l'extrême droite contre les collusions politico-financières aboutissent à la réforme bancaire de 1934-35. Les banques mixtes sont obligées de séparer leur activité de banque de dépôt de celle de holding. Tous les établissements dotés du statut de banque sont soumis au contrôle d'une nouvelle institution, la commission bancaire. La réforme bancaire a été considérée à l'époque comme une victoire des partisans de l'intervention de l'État dans l'économie. De l'étude approfondie de la genèse du fameux arrêté royal 185 du 9 juillet 1935, négocié sous le premier gouvernement Van Zeeland, il ressort qu'il est le fruit d'une étroite collaboration entre le ministre des Finances, Max Léo Gérard, et les représentants des banquiers. Bien plus, dans le souci de restaurer la confiance du public et d'éviter la menace socialiste de nationalisation, les banques elles-mêmes ont été le moteur de la réforme. Elles ont accepté la régulation des activités bancaires en veillant à la préservation de leurs intérêts. Pour éviter l'ingérence de la Banque nationale, le contrôle prudentiel des banques et la supervision des émissions de titres sont confiés à un organisme public indépendant, la commission bancaire, dont le fonctionnement est financé par les établissements contrôlés. En 1936, à l'instar des organisations patronales de l'industrie, les banques fondent l'Association belge des banques pour défendre les intérêts de leur secteur. Et j'en viens à la troisième étape. Pourquoi assiste-t-on à un effacement des banquiers de la scène politique après la Deuxième Guerre mondiale? Contrairement à l'issue de la Première Guerre mondiale, loin d'être auréolé du prestige pour service rendu à la patrie, le grand patronat, et les banques en particulier, doivent se défendre à la libération d'accusations de collaboration économique. L'arrivée au pouvoir de gouvernements d'union nationale à participation communiste, soutenus par des partisans de la nationalisation, incite les banquiers à adopter un profil bas. Non seulement les banques sont soumises à un renforcement du système réglementaire mis en œuvre par la réforme bancaire, mais elles subissent la concurrence croissante des institutions publiques de crédit. La suprématie de fait du secteur bancaire privé avant la guerre cède le pas à une étroite collaboration entre banques et pouvoirs publics. L'appel au gouvernement de dirigeants de banques privées devient exceptionnel. Désormais, ce sont les banques qui recrutent d'anciens ministres pour bénéficier de leur expérience et de leur réseau de relations avec les pouvoirs publics. Robert Henrion est le seul banquier de la génération d'après-guerre à être appelé au gouvernement en qualité de ministre technicien
extra-parlementaire. Et son cas est révélateur de la complexité des relations entre banquiers et politiques à partir des années 1960. Vice-président de la Société Générale de Banque, Robert Henrion est nommé ministre des Finances lors du retour des libéraux au pouvoir dans le gouvernement social-chrétien libéral Van den Buytens de Klerk en 1966. Il obtient les pouvoirs spéciaux pour entreprendre une série de réformes qui ouvrent la voie à la dérégulation et la déspécialisation de l'activité bancaire. L'affaire de Louvain met fin au gouvernement en février 1968. Pour des raisons déontologiques, Robert Henrion s'abstient de reprendre son activité de banquier, mais la direction de la Société Générale de Banque traverse une période difficile et le rappelle en 1969. Et cette fois, c'est en sa qualité de banquier qu'il joue, avec l'ancien Premier ministre Gaston Haeskens, devenu président de la Credit Bank, un rôle clé dans la signature en 1974 du protocole sur l'autonomie bancaire. Protocole négocié entre la commission bancaire et les banques, malgré la revendication des socialistes de légiférer en la matière. À partir des années 1990, la concentration et l'internationalisation des banques ont révélé au grand jour que les profondes mutations du système bancaire en Belgique ont échappé à l'autorité du pouvoir politique national. La crise de 2008 a-t-elle suscité l'occasion de rebattre les cartes? Celle-ci est une autre histoire. Je vous remercie.